Bonjour, il est 17h30, Pavel est coupé, voilà, il est apparu. Nous voici, alors vous nous revoyez tous les quatre. Nous étions, comme Gilles Chenessot vous l'a dit lundi dernier, nous étions avec Pavel, avec le ministre du Développement économique, pour voir un certain nombre de points, régler un certain nombre de problèmes qui existent aujourd'hui dans les lois russes. Et nous étions là-bas avec des sociétés étrangères et des associations étrangères aussi. Mais nous sommes revenus et voilà. Et nous avons aussi un invité surprise qu'on vous présentera après les analyses d'Arnaud et de Igor. Et c'est une vraie surprise. Donc, vous verrez. Mais Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? Est-ce qu'on a des nouvelles intéressantes? Je sais qu'on en a en fait. Absolument. Merci, Président. Bonjour à tous. Des nouvelles économiques, de politique intérieure également. Tout d'abord, la Banque centrale de Russie qui a annoncé une session extraordinaire demain, jeudi 26 mai, afin de discuter du taux directeur qui est généralement discuté les vendredis, une fois par mois, dans le meilleur des cas. Ça veut dire qu'il y a urgence. Et la tendance qui se dessine, c'est celle d'un abaissement probablement significatif du taux directeur qui, je le rappelle, est à 14% aujourd'hui. Et l'effet anticipé de cette mesure sera un affaiblissement du rouble. En début de semaine, la Banque centrale avait, toujours dans cette optique, annoncé un abaissement du seuil de revente obligatoire par les entreprises exportatrices de leurs devises. On est passé de 80% de cession obligatoire à 50%. Et d'ailleurs, on constate qu'aujourd'hui, le rouble a commencé à céder un petit peu de terrain par rapport à l'euro et au dollar. Donc, les priorités et les inquiétudes des autorités russes changent après avoir craint un effondrement du rouble qui a effectivement produit fin février, début mars. Aujourd'hui, la priorité est d'empêcher que le rouble ne devienne trop fort. Autre annonce qui est une confirmation, les minima sociaux, c'est-à-dire les salaires minimums, le minimum vital devrait être revalorisé de 10%, de même que les pensions de base des Russes. Ça devrait être confirmé par Vladimir Poutine dans quelques jours. Enfin, l'annonce, là aussi attendue, de la non-prorogation par le Trésor américain de la licence permettant à la Russie d'assurer le service de sa dette en dollars via les banques américaines. Donc, c'est arrivé à échéance aujourd'hui, ce qui veut dire théoriquement que la Russie ne peut plus honorer ces échéances en dollars via des banques américaines, ce qui pourrait aboutir, ce qui devrait aboutir à un défaut technique, probablement en juillet, puisque la prochaine échéance c'est fin juin, il y a 30 jours de battement. Donc, fin juillet, théoriquement, les États-Unis pourraient proclamer un défaut de la Russie, qui sera un défaut évidemment très différent de celui de 98. Le défaut pour les Russes renvoie à ce choc majeur qu'avait constitué la dévaluation du rouble en août 98, l'effondrement du système bancaire, des gens qui étaient coincés à l'étranger sans pouvoir utiliser leur carte, etc., etc. Aujourd'hui, la situation est différente. Cette situation est celle d'un défaut organisé, en réalité, par les Américains, par les créanciers eux-mêmes, qui empêchent finalement le paiement et la réception des fonds en dollars. La question est, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, c'est quel impact ça aura en termes d'effets dominos auprès des acteurs financiers, en termes de réputation, etc., etc. Les avis sont très partagés en réalité, aussi bien parmi les analystes financiers occidentaux que russes, certains considérant que ça va être un nouveau clou dans le cercueil de la Russie, et j'exagère à peine, d'autres estiment qu'au point où on en est, en réalité, ça ne change pas grand-chose, et que de toute façon, la Russie a de l'argent, ce qui est, encore une fois, la différence majeure avec la situation d'août 98. Quelques nouvelles de politique intérieure. Vous avez vu lundi soir la confirmation de la condamnation d'Alexei Navalny en appel, condamnation à 9 années de prison pour escroquerie et outrage à magistrat
a été confirmée sans aucune surprise. Autre annonce qui a une portée, à mon avis, symbolique importante, c'est celle du ministre russe de l'Éducation, M. Falkov, qui a annoncé hier l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, qui a annoncé la sortie du processus de Bologne et l'instauration d'un nouveau système universitaire russe. C'est important, évidemment, parce que les coopérations universitaires étaient importantes entre la Russie et l'Union européenne, entre la France et la Russie. C'est un vecteur d'échanges humains, intellectuels majeurs qui risque d'être durablement compromis. Et évidemment, ce type de nouvelles qui s'ajoute à tant d'autres depuis ces dernières semaines nous fait dire que le détricotage de ce qui avait été construit après la guerre froide a été et est extrêmement spectaculaire, extrêmement rapide, même si, là encore, on sait que détruire est toujours plus facile que construire. Dernier mot qui va me servir de transition, comme à l'accumulé avec le propos d'Igor, la signature cet après-midi par le président Poutine d'une loi facilitant l'octroi aux habitants des régions de Kherson et Zaporogie en Ukraine, l'octroi de la nationalité, de la citoyenneté russe. C'est important en soi, c'est important évidemment parce que cette loi est calquée, est une extension en réalité du texte qui avait été appliqué il y a quelques années pour les habitants des régions de Lugansk et de Donetsk. Et surtout, ça intervient après un certain nombre de déclarations et de visites de hauts responsables russes à Kherson. Ce qui me fait dire, ou redire plus exactement, que, à mon avis, le processus d'intégration, d'absorption, certains diront rattachement, d'autres annexion de ces territoires me paraît inexorable. Igor. Igor, absolument. Quelles sont les nouveautés diplomatiques? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, quelques éléments sur le processus diplomatique qui, comme tout le monde sans doute, est complètement dans l'ornière, mais néanmoins, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accordé un entretien au journal turc Daily Sabah dans lequel il rappelle que l'Ukraine factuellement reste disposée à négocier avec la Russie, mais en aucun cas sur la base d'un ultimatum que lui imposerait Moscou, et il rappelle trois conditions sur lesquelles Kiev n'entend pas transiger. Tout d'abord, l'intégrité territoriale, bien évidemment. Deuxièmement, le retrait intégral des forces russes de tout le territoire ukrainien. Et troisième point, l'indépendance de Kiev dans ses choix quant aux orientations de sa politique étrangère. Volodymyr Zelensky, lui, qui s'exprimait dans le cadre du forum de Davos, s'exprimait en ligne, a quant à lui indiqué qu'il fallait que les troupes russes se retirent sur les positions qu'elles occupaient avant le 24 février et qu'il restait évidemment disponible et qu'il appelait même à un entretien et à des pourparlers directs avec Vladimir Poutine sans intermédiaire. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a commenté le plan de paix proposé par l'Italie, dont on parle depuis quelques séances, en indiquant qu'il n'avait pas reçu officiellement, en tout cas qu'il n'avait pas reçu de la part de l'Italie ce plan de paix, que néanmoins tout ce qu'il en savait, c'était à travers ce que les médias en avaient dit, et que pour ce qui en avait été dit, il trouvait que ce plan ne correspondait en rien à la réalité. Et donc, le ministère russe des Affaires étrangères emboîte là le pas aux commentaires très très virulents qui ont été faits par Dmitry Medvedev hier quant à ce plan de paix proposé par l'Italie et qui a été donc soumis à l'ONU et au G7. Toujours au sujet du forum de Davos, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a indiqué là aussi, donc, dans le cadre de ce forum, que la situation des troupes ukrainiennes dans le Donbass était très mauvaise, c'est les termes qu'il a employés, et que d'après lui, la Russie dispose aujourd'hui d'une position stratégique en tenant Kherson, cette position lui ouvrant la voie vers l'Ukraine centrale et vers les côtes ukrainiennes de la mer Noire. La Chine a également aujourd'hui fait parler d'elle puisque Pékin soutient l'idée de la création d'un corridor vert
pour l'exportation des céréales russes et ukrainiennes. C'est une déclaration du ministre chinois, excusez-moi, des Affaires étrangères qui s'entretenait avec son homologue allemande par visioconférence. Cette déclaration s'inscrit dans le sillage de celle du ministère russe des Affaires étrangères, excusez-moi, qui ce matin indiquait que la Russie était prête à créer des corridors pour l'évacuation des céréales d'Ukraine, mais à deux conditions. D'une part, que l'Ukraine démine les approches des côtes de la mer Noire, qui ont été minées par les forces ukrainiennes, notamment au large d'Odessa, et d'autre part, que cette évacuation que d'autre part, les sanctions, le sujet des sanctions soit abordé dans le cadre de des modalités qui pourraient conduire à l'évacuation de ces céréales d'Ukraine et de Russie vers le marché mondial. Voilà, Président, pour les nouvelles du jour. Merci. Merci Igor. Alors on nous dit qu'il y a toujours des problèmes de hachage de la voix depuis que nous avons abandonné le micro. Alors il va falloir qu'on regarde. Mais dites-nous si vous avez des problèmes de son ou non, qu'on regarde si est-ce une personne ou est-ce un général. Voilà, d'autres personnes ne disent pas de problème. Donc voilà, plusieurs personnes ne disent aucun problème de son. Donc, cher Gérard, c'est peut-être voilà, ben non. Une personne nous dit oui et toutes les autres nous disent non. Et deux, ouais, bon. On va regarder, on va essayer de regarder ce problème. Il y avait, excusez-moi parce qu'il faut que je remonte du coup les questions. Il y avait une première question et après on passera la parole à notre invité surprise. Mais par rapport à ce que tu disais et au paiement US, on nous demande si la Russie ne peut pas contourner cette décision du Trésor US en payant via d'autres banques. Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que JP Morgan attend 160 millions de dollars fin juin. Voilà, donc, je ne sais pas s'il peut y avoir des accords, des contournements. Ça me paraît improbable. La Russie a fait savoir qu'elle paierait ou qu'elle provisionnerait en tout cas en roubles, ce qui, à mon avis, ne règle pas la question de l'affichage du défaut technique. Mais la prochaine échéance, américaine, c'est une échéance de 160 millions, je crois, le 27 juin. Et c'est JP Morgan, l'émetteur. Bon. Alors, nous avons un invité surprise sur lequel nous allons mettre la caméra. Voilà. Et cet invité surprise que vous voyez maintenant live, c'est Alain Barlouet, Alain qui est le correspondant du Figaro à Moscou, qui est correspondant, ça fait combien de temps Alain que vous êtes là? 3 ans maintenant. 3 ans. Donc vous avez une bonne connaissance de la Russie. Jamais suffisante. Jamais suffisante, on est bien d'accord, mais c'est après 3 ans, vous avez une bonne connaissance. Et évidemment, vous avez connu une période avant l'opération spéciale, vous connaissez maintenant cette période qui est nouvelle, et on se posait la question, et en tant qu'auditeur, surtout, n'hésitez pas à nous écrire et à poser des questions à Alain, c'est pour ça qu'on le fait parler maintenant, mais quelle est la vie d'un correspondant journalistique en Russie? Est-ce qu'il est difficile d'opérer? Est-ce que depuis le 24 février, votre vie a complètement changé? Ou est-ce que vous arrivez finalement à avoir suffisamment d'informations et suffisamment de rencontrer suffisamment de personnes pour pouvoir communiquer sur le Figaro et faire de bons articles? Je signale que les articles d'Alain sont de bons articles. On ne voit plus Alain. Voilà. Cher Président, merci beaucoup. Je vais répondre à votre question. D'abord, je voulais vous remercier, je parle de la Chambre de commerce, pour vos efforts continus, véritable marathon que vous assurez depuis les lendemains du 24 février, pour nous apporter toutes ces informations tous les jours, maintenant de façon un peu plus espacée, mais enfin c'est quand même un effort très soutenu. Et moi personnellement, j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt. Merci à vous beaucoup. Écouter, à pouvoir interagir. Vous répondez toujours à nos questions. Donc, vraiment,
Merci. Bravo, merci. Merci Alain. Vous pouvez regarder la caméra, en fait, comme ça nos auditeurs vous Pour verront. répondre à votre question, je dirais que le travail de journaliste ici à Moscou n'a pas fondamentalement changé depuis les événements que vous connaissez, mais il s'exerce dans un contexte qui est quand même radicalement différent, enfin qui a énormément évolué. Et concrètement, ça veut dire que on fait toujours nos articles voilà, en ayant accès au maximum de sources, c'est notre travail quotidien, mais dans des conditions qui font que on est, comme vous-même d'ailleurs, on constate assez prudent sur certains sujets. Il y a un contexte, comment dire, juridique nouveau qui s'est instauré. Et donc, il y a certains sujets, je parle le détail de la situation militaire, de la stratégie militaire, de l'état des forces armées, du moral des forces armées, enfin des tas de sujets sur lesquels, en tout cas moi personnellement, je suis prudent, sachant qu'il y a beaucoup d'autres personnes à Paris et ailleurs qui traitent ces sujets. Mais c'est vrai qu'il faut être assez prudent. Le mot guerre, vous l'avez constaté, n'a pas été évoqué explicitement pendant plusieurs semaines. Ceci s'émousse peut-être un petit peu, la situation s'imposant d'elle-même, difficile de ne pas appeler un chat un chat. Mais c'est vrai que nous sommes assez prudents, et sans parler pour tous mes confrères, nous sommes ici, je dirais, une demi-douzaine, voire une quinzaine de correspondants français à Moscou. Pour le coup, seuls 5 ou 6 sont des envoyés spéciaux, c'est-à-dire des journalistes envoyés par leur rédaction, les autres étant des pigistes sur place. Nous avons tous, je crois pouvoir parler en leur nom, tous le souci éminent de rester ici. Et c'est donc le souci qui nous dicte aussi notre conduite quotidienne. Pas toujours facile à concilier avec les exigences de ce que nous pensons être l'information la plus complète, la plus juste. Donc c'est un peu un exercice d'équilibre quotidien, mais en tout cas le souhait, je le dis ici, c'est vraiment de rester, et c'est le message que nous avons fait passer, que nous faisons passer aux autorités russes. Le test majeur étant l'attribution des visas. Et pour répondre, Emmanuel, à votre question, c'est vrai que le fait de se voir attribuer maintenant un visa non plus d'1 an, mais de 3 mois, introduit un petit peu cette dimension je dirais, d'épée de Damoclès qui pèse, qui peut peser quand même sur l'exercice quotidien, et qui commence maintenant à nous demander beaucoup de préoccupations administratives de façon soutenue, mais qui est aussi un signe qui nous indique que la presse étrangère et malheureusement aussi la presse française n'est pas, est logée à la même enseigne que tout représentant de pays dynamicaux, avec certaines spécificités françaises ou britanniques, mais voilà. Donc le travail lui-même n'a pas fondamentalement changé, le contexte induit pas mal de changements et de précautions. Et l'opération spéciale ayant commencé il y a plus de 3 mois, ça veut dire que vos visas sont maintenant en renouvellement? Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faudra les renouveler, ce sera plus pour une période, pour ma part, ce sera au mois de novembre, mais certains de mes confrères sont en train de les renouveler, et dorénavant, c'est 3 mois. On a eu 4 journalistes dont on n'a pas renouvelé les visas? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, évidemment. Ça peut arriver. Voilà. D'accord. Oui, moi, je voulais faire une question sensible, mais en même temps, on n'est pas là pour parler de la météo.
rapport avec vos interlocuteurs russes, hein, quels qu'ils soient, est-ce qu'il a changé dans votre liberté de parole, dans votre... Alors, il y a des sujets que vous-même vous interdisez pour des questions de sécurité élémentaire, pour ne pas prêter le flanc à des mesures d'expulsion immédiate qui hélas, ici, sont mécanisme répandu. Mais quelle est votre perception de la manière dont vos interlocuteurs russes vous perçoivent, vous, en tant que professionnel, vous et votre travail? C'est une question extrêmement intéressante. Moi, je répondrai en deux volets sur leur perception. J'ai la prétention, je me plais à croire que, comme ça peut être le cas pour d'autres représentants, d'autres acteurs, que ce soit des acteurs économiques, représentants d'entreprises françaises, il y a ou il y aura une reconnaissance de principe parce que nous sommes là, nous sommes restés. Je m'illusionne peut-être, mais je pense que, indépendamment de tout ce qui peut nous séparer, il y a, dans ce qui peut nous rapprocher, il y a ça. C'est qu'on est là. Et je sais par certains signes assez ténus que ce sentiment existe. Voilà, donc et alors, pour ma part, et pour la part de mes confrères, mais je voudrais qu'ils parlent eux-mêmes, sans me draper dans des grands principes, je pense qu'être présent en ce moment en Russie, au travers de ces événements majeurs, je pense que c'est pour tout observateur, n'est-ce pas? C'est pas une bénédiction, ça c'est pas le mot, mais en tout cas c'est un privilège. C'est un privilège, donc il faut voilà. Est-ce que moi je pense que c'est l'intérêt aussi de ce pays, c'est qu'on se trouve confronté à des situations et à des discours que je qualifierais de façon diverse, qui peuvent être d'abord extrêmement variés, extrêmement forts, parfois dérangeants pour nous, parfois même extravagants dans ce que les Russes peuvent nous dire sur leur perception de leur pays, de relation de leur pays avec les voisins, avec l'Ukraine, avec l'Europe, avec le monde, qui nous interroge, qui, moi, personnellement, parfois me stupéfait et me choque, parfois. Mais je pense que, et là encore, sans m'investir d'une mission qui serait surévaluée par rapport à ce métier de journaliste, je pense que oui, c'est un privilège, et en tout cas, c'est une nécessité d'essayer de rendre compte de tout ça. Mais on est toujours sur une crête extrêmement difficile, vous le savez vous-même à votre place, toujours proche d'être, parfois même franchement pris à partie par des gens qui vous reprochent, voilà, il y a une telle polarisation que voilà, on peut être taxé d'être pro, anti, et il faut cheminer sur cette ligne de crête assez étroite, mais je pense que c'est nécessaire. Pardon d'avoir été un peu long. Mais pas du tout, c'était très beaucoup. intéressant. Arnaud? C'est ça les journalistes quand on leur donne la parole. On est ravis de vous avoir. Alain, nous vous lisons évidemment au quotidien et il ne nous a pas échappé qu'il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, vous êtes rendu en Ukraine, dans les territoires pris par l'armée russe, donc Mariupol, je crois le sud de la région de Mélitopol, si je ne m'abuse. Et alors, évidemment, tout le monde est censé avoir lu le Figaro, les articles, mais c'était tellement unique, tellement puissant, peut-être que vous avez peut-être nous en reparler un peu de vos impressions, peut-être d'ailleurs avec un petit décalage, avec un peu de recul. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous voulez nous en dire de ce voyage à l'arrière des troupes russes, en fait, je pense?
D'abord, le choc personnel de la réalité de la situation. Parce que c'est vrai que découvrir Mariupol dans l'état où la ville se trouve actuellement, moi j'avoue que je ne suis pas reporter de guerre, mais c'est vrai qu'en 35 ans de métier, je n'avais jamais eu des impressions aussi fortes de ce spectacle d'une ville ravagée, de ses habitants rescapés, et c'était extrêmement, extrêmement fort. Alors, parenthèse, là, il y a aussi, poursuit en répondant à la question de Pavel, nous étions accompagnés par l'armée russe, par le ministère russe de la Défense, donc on n'a vu qu'une part de la réalité. Donc, et d'ailleurs, ça peut causer, ça a causé certains débats dans notre petite communauté. Est-ce qu'il faut aller à ce type de... Bon, moi, personnellement, je pense que, là encore, j'ai la prétention de croire qu'on peut être suffisamment lucide pour faire son métier tout en voilà, en comprenant que le contexte particulier. Donc, cela dit, c'est vrai que et est-ce que donc, le choc de Mariupol est aussi la complexité d'une situation, parler aux gens, voire essayer de percevoir la complexité de ce qui les habite, ayant vécu dans ce pays qui n'en est plus vraiment un maintenant dans l'est de l'Ukraine, nourri de la culture qui a été la leur, je parle pour les plus de 40-50 ans, la culture soviétique, tout le mélange complexe des sentiments, ça c'est extrêmement intéressant à percevoir. Plus prosaïquement, on n'a pas bien sûr eu accès à tout, mais et là j'aurais peut-être sur des questions un peu sensibles, mais bon, il est évident qu'il y a une décision qui a été prise le 24 février et qui a conduit mécaniquement à un enchaînement des événements. Il y a eu, dans le brouillard de la guerre et dans la complexité de la guerre, eh bien des responsabilités que je ne mettrais peut-être même pas que je ne mettrais pas sur le même pied, mais qui ont conduit à la destruction de cette ville. Concrètement, on nous a, par des témoignages, on en sait un peu plus sur la façon dont les combats se sont déroulés. Comment est-ce que les Ukrainiens, et notamment les gens du bataillon Azov, se sont positionnés dans les immeubles, comment est-ce qu'ils ont positionné leurs chars entre les immeubles, comment est-ce que, inévitablement, ça a conduit à des destructions massives, puisqu'en face, c'est vrai qu'il y a eu des forces russes et des forces de la DNR qui, je dirais vulgairement, n'ont pas fait dans le détail. Mais tout ça a été aussi un jeu de... Voilà, ça a été une guerre qui s'est menée dans cette forme de confrontation, d'interaction, et d'essayer de comprendre mieux tout ça, c'est extrêmement utile. Voilà, encore une fois, en essayant de se dégager de toute forme de jugement moral. On a des questions vous concernant, Alain. On nous dit que le contexte en France ou en Europe où les médias, c'est le jugement de la personne qui nous écrit, sont majoritairement, si ce n'est totalement anti-russes ou pro-ukrainiens. Rares sont les articles reportages sur la réalité actuelle en Russie et vécue par les Russes et les étrangers vivant en Russie. Dans ce contexte empreint de propagande de tous côtés, comment parvenez-vous à faire accepter vos articles à la direction et comment vous sentez-vous en tant que journaliste ou professionnel? Il y a, c'est vrai, une forme de... Il faut que je regarde la caméra. Oui, c'est mieux. Oui, il y a une forme de, je dirais, de tension au sens général entre la façon dont on voit les choses en Europe, et notamment dans nos rédactions, et la façon dont on veut les percevoir ici. Personnellement, dans mon journal Le Figaro, je dois dire, j'ai affaire à des gens intelligents qui comprennent, même s'il y a un prisme majoritairement, comment dire, qui met
essentiellement le projecteur sur les responsabilités de la Russie. Ça c'est clair. Mais je pense que notre rôle ici, c'est d'essayer de se mettre dans la tête des Russes. Hein. Ça ne signifie pas faire sienne toutes ces idées, mais d'essayer de comprendre. Et c'est ça que j'ai fait, mais ça produit parfois certains hiatus, des interrogations. J'en ai par exemple en ce moment, travaillant sur le sujet des réfugiés, on a beaucoup parlé des réfugiés en Europe. Il y aura aussi des réfugiés des républiques dites séparatistes de Mariupol, il y en a beaucoup qui sont ici en Russie, qui sont accueillis. Bon. Et moi, je partais avec l'idée, comme on l'a lu, que pour beaucoup des destins tragiques, ça c'est sûr, des vies brisées. Mais on est dans l'idée, nous, lecteurs de nos journaux, que voilà, il y a eu des filtrations impitoyables, il y a des disparitions, il y a des tortures. Beaucoup de ces gens ne seraient pas venus de leur plein gré. Et c'est une hypothèse que j'ai essayé de... Alors, c'est très compliqué de vérifier, mais que j'ai essayé de mettre sur l'établi. Et je dois dire que moi, alors, j'ai parlé, maintenant ça fait 2 semaines que je travaille là-dessus, j'ai parlé à toute une série de personnes. Certes, il y a une filtration, il y a des contrôles. Ce serait étonnant qu'en temps de guerre, ayant affaire aux gardes-frontières russes, il n'y ait pas de contrôle. Il y a pu avoir certaines zones d'ombre, peut-être même quelques disparitions, d'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, pas dans l'accueil des réfugiés russes, venant d'Ukraine en Russie, pas de violation des droits de l'homme massive. Je prends beaucoup de précautions en disant ça, parce que forcément, je n'ai qu'une vision partielle des choses. Mais en tout cas, dans tous les témoignages que j'ai recueillis, en essayant de parler aux gens de façon approfondie, pas toujours sous l'œil des personnes qui nous accompagnaient et tout ça, ceux à qui j'ai pu parler, à la fois dans les réseaux de centres d'accueil d'État et ceux qui sont venus de façon individuelle, je n'ai pas eu de témoignage de cet ami violent auquel il serait soumis. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un peu en décalage avec beaucoup de choses qu'on a entendues sur les réfugiés contraints, enfin certains peut-être exister, je sais. C'est une enquête à poursuivre. Mais à ce stade, il y a un décalage entre mon idée initiale et l'hypothèse que je voulais vérifier et ce que j'ai constaté. Une dernière question rapide, oui. C'est est-ce que vous disposez toujours des mêmes facilités en termes de délai pour accéder à vos contacts officiels russes, que ce soit ministre ou businessman ou voilà. Oui, parce que les contacts sont difficiles, mais ils ont toujours été. Il y a toujours. Donc, ce sont les mêmes délais. Pardon ? Ce sont les mêmes délais. Ce sont les mêmes délais. Il y a des gens dont on s'aperçoit qu'ils ont plus de scrupules et de réticence à vous parler. Mais c'est aussi le cas, cher Président, dans la communauté d'affaires française. Absolument. Voilà. Et d'autres qui sont d'accord pour vous parler, toujours un peu avec les mêmes délais, les mêmes exigences, de faire passer des questions par écrit préalablement. Voilà. Ce que font aussi les businessmen, absolument. Non. Mais merci beaucoup, Alain. On est absolument ravis de vous avoir. On va reprendre nos questions. Alors, sur un sujet complètement différent, on nous dit les étudiants russes ne pourront plus étudier ou travailler en dehors de Russie. C'est vrai, ça? Bon, je ne pense pas que, une fois, je pense que la question est liée à ce que j'ai dit sur. Je pense que la question est liée à ce que j'ai dit sur la sortie du processus de Bologne, du système d'équivalence, en fait. C'est plutôt ça. D'abord, ce n'est pas entériné et on ne connaît pas évidemment les conséquences que ça veut dire concrètement. Donc, non, il n'y aura pas d'interdiction ou d'impossibilité, mais évidemment, les coopérations institutionnelles
entre l'université russe et occidentale seront très affaiblies. Les doubles diplômes, elles le sont déjà. Ce genre de choses. On peut dire qu'avec Bologne, les Russes, d'une certaine manière, sont sortis du bois. Bravo, Karel. Après 3 mois de crise, peut-on faire un rapide bilan qui est l'avantage qui gagne ou est-ce trop tôt? C'est beaucoup trop tôt, à mon avis, pour dire quoi que ce soit aujourd'hui, mais sauf si Arnaud a une vue très précise des choses. Non, il est évidemment trop tôt pour faire un bilan, puisqu'on est en plein dans le conflit, dans la crise. Ce qu'on perçoit en revanche sont des phases déjà. Donc ça dure depuis le 24 février. Il y a eu une première phase, y compris militaire, une deuxième phase. Là, comme je le disais, depuis quelques jours, sur le terrain, dans le Donbass, on voit une autre dynamique qui semble plus favorable à la Russie, ce que reflète d'ailleurs la tonalité des déclarations des responsables ukrainiens. Maintenant, est-ce que c'est le dernier épisode? J'en doute fort. Donc, il y aura cette phase dans le Donbass qui devrait, je pense, se terminer d'ici quelques semaines, peut-être à la mi-juin. Il y aura probablement à ce moment-là, en tout cas c'est mon hypothèse, la possibilité d'un moment diplomatique. Je pense qu'il y aura une fenêtre diplomatique qui pourrait s'ouvrir à ce moment-là, mais je ne suis pas certain du tout qu'elle soit concrétisée. En raison, encore une fois, du caractère diamétralement opposé des positions des uns et des autres. Quand on lit les déclarations des Ukrainiens, ce que veulent faire les Russes, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair non plus, le cas échéant, si cette hypothèse se confirme, ce que diront les Occidentaux, ce qu'ils diront aux Russes, ce qu'ils diront aux Ukrainiens. Ma crainte, c'est que si, d'ici quelques semaines, cette fenêtre se referme, on part dans un cycle militaire nouveau, plus long, avec d'autres objectifs qui iraient bien au-delà du Donbass. Et évidemment, scénario auquel tout le monde a à perdre. Justement, par rapport aux fenêtres de négociation, on nous dit, en ce qui concerne le blé bloqué, alors notre auditeur nous dit il est peu probable que les sanctions contre la Russie soient levées. Est-ce que c'est un statu quo à prévoir et donc famine dans le monde? Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne préjuge pas des réactions des uns et des autres. D'ailleurs, je note qu'il n'y a pas de réaction. Je parle sous le contrôle d'Igor, mais je ne crois pas qu'on ait réagi à ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la formulation de cette exigence, en tout cas de cette position russe. Que la Russie, officiellement, à 2 reprises, formule ça, c'est-à-dire disent on va laisser passer, débloquer en tout cas les ports ukrainiens, Odessa, Nikolaïev, donc pour l'essentiel, contre une levée des sanctions. C'est très intéressant à maints égards. D'abord parce que la Russie, généralement, ne demande pas la levée des sanctions. Donc ça, c'est assez nouveau. La position russe, c'est on ne demande rien. C'est vous qui avez mis les sanctions, vous en souffrez autant que nous, donc c'est à vous de faire le premier pas. Là, il y a quelque chose qui est formulé. Je pense aussi que dans cette formulation, il y a la conscience du fait qu'on sort du format bilatéral russo-ukrainien. Il y a sans doute la possibilité, à travers ce sujet de la sécurité alimentaire mondiale, d'impliquer de nouveaux acteurs. Igor a évoqué la Chine. On a parlé il y a quelques jours du Sénégal, qui assure la présidence de l'Union africaine. Et je pense que le calcul russe, encore une fois, dont on peut penser qu'il est parfaitement cynique, qu'il relève du chantage, enfin, le métier d'analyste, il est d'analyser et non pas de faire de la moraline. Donc, moi, je ne fais que j'essaie de faire mon métier, d'analyser. Je pense que le calcul russe, il est d'impliquer de nouveaux acteurs pour qu'ils fassent pression sur les Ukrainiens. Et leur dire, vous savez, nous, on est en train de mourir, on va bientôt mourir de faim, ou on est à la veille d'une nouvelle révolution arabe. Peut-être que certains Européens diront, ou se diront, que de nouveaux soubresauts au Maghreb, ça veut dire des risques migratoires majeurs dans quelques mois. Et je pense que le calcul des Russes, c'est qu'un certain nombre de pays aillent à Kiev et disent au président Zelensky que, au nom d'intérêts supérieurs de l'humanité, il est peut-être temps de faire des concessions. Et l'Égypte sera l'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin. Alors, c'est un sujet complètement différent. On nous demande est-ce qu'il y a toujours des informations fiscales entre la France et la Russie? Quelqu'un qui doit probablement souhaiter qu'on n'ait pas d'échange. Je crois avoir vu passer, à vérifier.
mais il y a déjà une quinzaine de jours à peu près Ouais. que le gouvernement russe avait autorisé à ne plus transmettre, ou même demandé à ne plus transmettre. À vérifier, mais il y a des choses qui sont passées. Mais je crois que de toute façon, oui, il n'y a plus d'échange pour l'instant. Et ce qui va être intéressant, c'est FATCA en fin d'année. Va-t-il y avoir les échanges d'informations bancaires? FATCA, c'est tous les échanges entre tous les pays du monde, enfin, c'est à peu près 90 pays du monde qui ont signé cet échange d'informations bancaires, dont la Russie et la Chine. Et je ne suis pas sûr que ce soit respecté en fin d'année. Merci Séverine pour votre petit mot très gentil nous concernant. On nous dit ces derniers mois, Zelensky a gagné la guerre de communication. Comment la Russie peut-elle renverser la tendance? Igor? Non, moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle cherche spécialement à le faire. Je crois que dès le départ, les Russes n'ont pas investi le champ informationnel, en tout cas, n'ont pas cherché à faire concurrence au déploiement de la machine informationnelle ukrainienne, qui était très bien, au demeurant, très bien orchestrée, très bien huilée. Ils savaient comment exploiter à la fois les canaux, vers quelles enceintes se tourner pour maximiser la résonance et la portée, j'allais dire, de leur message. Donc, ça s'est très bien passé. On voit évidemment depuis quelques semaines que le côté ukrainien, ça se lisse, qu'une fois de plus, Zelensky a fait la tournée des parlements nationaux, donc il ne pourra pas non plus la refaire une seconde fois. Donc il cherche de nouveaux relais de nouvelles caisses de résonance. On voit que Davos, en l'occurrence, se prête à merveille à cet exercice. Cannes aussi. Festival de Cannes, exactement, de manière plus locale, Sciences Po à Paris, devant lequel M. Zelensky s'est exprimé. Donc, on est un peu dans une deuxième phase de communication, mais on a le sentiment quand même que l'écho n'est plus le même. Il faut dire que maintenant, on l'a dit, ça fait 3 mois, qu'il y a des agendas d'autres agendas qui se sont déployés. En France, il y a eu les élections présidentielles, là, il y a les législatives, derrière, on va rentrer dans l'été. Donc, évidemment, c'est une temporalité qui se prête un peu moins peut-être à apporter le message ukrainien, et puis peut-être aussi une fatigue qui, localement, dans certains pays ou auprès de certains pans de l'opinion publique, s'est installée. Je crois que les Russes, ils ne sont pas du tout sur cette logique-là. Je pense pas non plus. Puis un autre facteur aussi, c'est que cette guerre de l'information, si les Russes l'ont perdue, ils l'ont perdue bien avant le conflit, ils l'ont perdue vis-à-vis des Américains, puisque les Américains qui n'ont eu de cesse depuis la fin de l'année précédente d'avertir d'une invasion imminente et qui se sont révélés avoir eu raison et qui n'ont jamais en fait lâché le narratif, ce qui est la grande différence finalement avec la Crimée, où en 2014 l'agenda, notamment informationnel, était un agenda russe et non pas un agenda occidental. Et ça, c'est un sacré revirement. Un autre point qu'il faut avoir à l'esprit, on parle de guerre de l'information, de victoire ukrainienne, on raisonne en occidentaux. Et il y a eu plusieurs articles, dans la presse française, excellents d'ailleurs, dans plusieurs titres, soulignant, ou en tout cas nous rappelant que tout le monde ne pense pas comme nous, et que les perceptions dans le Grand Sud, de l'Amérique latine, à l'Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, ou dans certains pays d'Asie en tout cas, n'est pas la même qu'en Occident. Alors il s'agit rarement d'un enthousiasme débordant pour ce qu'a fait la Russie, mais très souvent on renvoie dos à dos, où on considère que on n'a pas intérêt à se mêler, à prendre parti. Et c'est ce que reflète aussi parfois certaines prises de position, certains votes à l'ONU. Et c'est donc honnête en Inde, paraît-il. Absolument. Et donc, plus que jamais, gardons-nous de croire que nous sommes toujours le centre du monde, ou en tout cas que nous sommes seuls au monde. Non, il a gagné la guerre de l'information en Occident. Voilà. Autre question. On nous demande est-ce que ce briefing est aussi sous contrôle des autorités russes? Alors, derrière l'écran, non, il n'est pas sous contrôle des autorités russes. On n'a jamais eu d'appel téléphonique nous demandant de changer nos propos ou quoi que ce soit. On essaye d'être très objectif par rapport à ce qu'on dit, d'avoir des invités surprises de marque et qui puissent parler librement comme ils le souhaitent. La seule nuance à apporter, effectivement, c'est ce que
Arnaud et Igor disent depuis des semaines, des mois, c'est que nous nous interdisons d'évoquer un certain nombre de sujets, d'une part sur lesquels nous n'avons pas forcément la compétence suffisante, mais surtout qui pourraient c'est le sujet militaire. Voilà, Oui, qui pourraient mettre en danger les équipes et l'ensemble du mais personnel de la Chambre. c'est les sujets militaires sur lesquels on n'a pas toujours l'information de toute façon, donc on ne préfère pas commenter effectivement là-dessus. On nous demande est-ce qu'on peut faire le point du retour de nos compatriotes, ceux qui sont sur des départs ou qui souhaitent demeurer en Russie. Trop tôt pour le faire. En fait, la bonne époque pour le faire maintenant, ce sera le mois de septembre. Parce que là, on est arrivé à un statu quo. Tous les cadres qui travaillaient dans les grandes entreprises sont partis. Beaucoup, en tout cas pas tous, mais beaucoup sont partis. Par contre, les entrepreneurs sont restés. C'est une majorité de Français, une large majorité de Français qui sont restés. On pouvait évaluer à peu près à 10 000 Français la population russie. Et c'est très difficile de vous dire si c'est 6 000, 7 000 ou 8 000 Français qui sont toujours là, mais c'est dans cet ordre-là. Et on verra au mois de septembre, en fonction de l'école française, en fonction d'autres éléments aussi, hein, voir où on en est à ce moment-là, qui restera ou partira. Les dernières rumeurs font état d'une préparation extrêmement intensive à la réouverture de l'école française pour la rentrée prochaine en présentiel. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé, mais en tout cas, c'est ce qui se dit ici. On nous dit qu'il se pourrait que l'ensemble de la communauté se retrouve dans les salons de la résidence pour le 14 juillet. Peut-être, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que va faire l'ambassadeur. À mon avis, on n'aura pas de bal populaire cette année. Il n'y aura pas de bal, ça c'est certain, mais peut-être qu'il nous retrouvera dans ces salons, je n'en sais rien. Et peut-être un événement à la caserne des pompiers. On a une autre question qui est arrivée par la hotline. Alors, on a parlé du Trésor américain, on en a une autre on nous dit à juste titre, on lit les nouvelles sur Internet ou ailleurs, on a des informations très contradictoires sur les entreprises étrangères qui étaient installées en Russie. Elles partent, elles restent, puis elles réduisent la voilure, elles vendent, etc. Pourriez-vous faire un dossier récapitulatif, etc. Donc, parce que c'est absolument... Je comprends que vous ayez des informations contradictoires parce qu'elles ne peuvent qu'être contradictoires. Lorsqu'on voit l'université de Yale aux États-Unis qui suit quotidiennement le départ des entreprises, alors ils font une liste qu'ils remettent à jour, mais tous les jours, sur les entreprises qui sont parties, celles qui font état de problèmes momentanés dus à non-réception de produits qui leur empêchent de produire, mais qui vont rester. Celles qui décident, qui disent nous allons partir, mais qui ne sont pas encore partis, etc. Et ils font cet état. Mais quand vous lisez les entreprises, je l'ai lu, hein, je les lis régulièrement, c'est complètement faux. En fait, la liste de Yale est complètement fausse. Beaucoup notamment en Occident, énormément de personnes l'utilisent en disant voilà le nombre d'entreprises qui sont parties, le nombre d'entreprises qui sont restées. Alors j'étais très amusé l'autre jour par quelqu'un qui disait 8,6% des entreprises françaises sont parties contre 26,39% des autres entreprises. C'est faux. Vous ne pouvez pas avoir une analyse aussi précise parce que vous avez celles qui vous disent qu'ils sont partis, qui annoncent leur départ et qui vous annoncent qu'elles sont parties, mais en fait, ils sont toujours là. Vous avez celles qui vous disent on va rester, mais en fait, qui sont en train de partir. Il y a absolument aucune certitude dans l'état des sociétés. Parce que vous nous disiez, ça pourrait aider ceux qui restent pour savoir avec qui travailler. En fait, le mieux, c'est de les appeler. Voilà. Et vous verrez bien ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent rester. Mais le scénario intermédiaire de confier les actifs, voilà, tel que dans le cas de la nouvelle loi russe, etc. Oui. Donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. On remercie, tu as des annonces? Oui, les rappels donc, de nos briefings désormais 3 fois par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi, 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris. L'outline à laquelle Emmanuel vient de faire référence.
les événements en ligne sur notre site, donc notamment le 31 mai prochain, un séminaire HR, défis et solutions, aspect juridique et relocalisation des employés, effectivement un sujet extrêmement actuel, et le 1er juin, conférence et rencontre de networking des entreprises françaises et italiennes dans le contexte actuel. Et demain, nous retrouvons nos concurrents et néanmoins amis allemands. Donc, effectivement, la communauté européenne fait bloc et c'est heureux que dans une période actuelle, nous puissions avoir tous ces échanges, non seulement entre nous, entre Français, mais également avec nos voisins européens. Voilà, tenez bon. Alain, une question, tu réponds par un mot. On nous pose, les interviews des journalistes en Ukraine sont faites en quelle langue? C'est en russe, en ukrainien ou en peul? En russe. En russe, voilà. Donc, c'est la réponse à la question. On nous dit merci à tous, notamment à M. Barlouet pour son intervention. Voilà, donc l'associé France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup, bonsoir et à vendredi. Ne vous laissez pas enduire d'erreurs.